Il y a un an, un accident de vélo m'a brisé. Double fracture ouverte, coude explosé, 2 mois d'immobilisation complète, 1 an de kiné pour retrouver la mobilité de mon bras droit. Mais l'accident m'a brisé bien plus que les os. Il m'a ramené à mes limites physiques, à ma finitude, à ma fragilité. Rappel brutal de ma mortalité, de mon corps si facilement cassable. Dans cette perte d'autonomie, j'ai été amené à regarder ma vie en face, vraiment en face. Les ambitions mises de côté, les relations en suspens, les rêves non réalisés. Chaque heure de solitude devenait un miroir impitoyable, reflétant mes manquements et mes peurs les plus profondes. Il n'y avait plus d'échappatoire, plus de distraction pour masquer la vérité. C'était une confrontation douloureuse, mais nécessaire, avec l'homme que j'étais devenu et celui que je souhaitais être. J'ai fait une quinzaine de films documentaires, mais ces dernières années, le cœur n'y était plus. J'ai forcé sur mes derniers projets, je n'ai plus été dedans, et ils ont raté. Parallèlement, quelque chose d'autre montait en moi, l'écriture romanesque. Mais je n'ai pas osé assumer ce désir complètement. Je suis resté dans un entre-deux flou, incapable de trancher. Immobilisé par mon accident, j'ai eu le temps. Le temps de peser ce qui comptait vraiment pour moi, ce qui me drainait ou ce qui augmentait mon désir de vivre. Je ne pouvais plus porter ce qui ne me convenait plus. Je n'avais simplement plus la force. L'accident, en me ramenant à mes strictes limites, m'a poussé à faire des choix que je retardais par confort, par peur de l'inconnu. C'est pendant ce temps d'arrêt que j'ai relu Kierkegaard. J'ai compris que cet homme avait traversé le même vertige, en plus fort, celui de devoir choisir sa vie contre toutes les évidences sociales et psychologiques. Mais Kierkegaard m'a fait comprendre quelque chose de plus radical encore. On ne peut pas ne pas choisir. Même rester dans l'indécision, c'est déjà un choix. Même refuser de trancher, c'est trancher pour la stagnation. Exister, c'est choisir, écrit-il. Et nous sommes embarqués, que nous le voulions ou non. Le temps passe, la vie avance, et chaque jour qui s'écoule sans décision est déjà une décision prise, celle de laisser les choses en l'état. Kierkegaard le dit brutalement, il faut choisir, et choisir, c'est désespérer. Désespérer de pouvoir tout garder, désespérer de tout concilier. Accepter que choisir, c'est perdre quelque chose. Toujours. L'angoisse et le vertige de la liberté, écrit-il. J'ai alors compris que le plus difficile pour moi, ce n'était pas la douleur physique ou même la précarité. C'était ma propre liberté. Cette lucidité nouvelle que rien ne m'obligeait à continuer dans cette voie qui n'était plus la mienne. Que je pouvais tout arrêter, passer du cinéma à l'écriture, quitter ces relations qui m'épuisaient, que je pouvais choisir et que ce choix, personne ne pouvait le faire à ma place.
plus vertigineux encore. Je découvrais que celui qui devait choisir n'était pas un bloc monolithique. Ce n'était pas un moi clair et unifié qui allait prendre une décision rationnelle. Non. C'était une foule de moi contradictoires qui criaient en même temps. Le moi qui voulait la sécurité du connu, le moi artiste qui aspirait à l'écriture, le moi social qui craignait de décevoir, le moi orgueilleux qui refusait l'échec, le moi en dépendance affective et qui s'accrochait aux autres. L'angoisse, ce n'était pas seulement de choisir une voie, mais de savoir quelle part de moi allais choisir pour toutes les autres. Laquelle allais-je trahir? Laquelle allais-je écouter? Kierkegaard écrit « Celui qui apprend à s'angoisser de la bonne manière a appris ce qu'il y a de plus élevé. » Phrase très mystérieuse que j'ai soulignée et qui m'a hanté dans une sorte d'incompréhension. Mais ce que je sais, c'est que dans cette immobilité forcée, j'ai appris à apprivoiser cette angoisse, à la reconnaître non comme une faiblesse, mais comme le signe de ma liberté d'être et de la complexité irréductible de ce que je suis. Même brisé, j'étais libre. J'ai peu à peu appris à respirer dans ce vertige intérieur, juste pour ne pas fuir cette multiplicité en moi, pour rester avec cette angoisse et sentir qu'elle ne m'écrasait pas, mais qu'elle m'ouvrait au contraire à quelque chose de plus vaste que toutes mes certitudes. Alors j'ai fait quelque chose qui a stupéfié mes proches. J'ai mis fin à mes relations toxiques qui m'épuisaient, malgré les attachements, malgré les dépendances affectives, malgré ces horizons balisés qui me rassuraient. Je suis retourné à ma solitude, sans filet, sans garantie. Kierkegaard appelle cela la passion de l'intériorité. Cette nécessité de se retrouver seul avec soi-même pour entendre sa voix véritable, ou plutôt toutes ses voix multiples. Même quand c'est douloureux, surtout quand c'est douloureux. J'ai appris que pour me réconcilier avec qui j'étais vraiment, je devais d'abord accepter cette solitude. Non pas comme une punition, mais comme un chemin vers moi-même. Pourtant, cette quête de soi n'est pas sans sacrifice. L'histoire de Kierkegaard lui-même en témoigne. Il aimait profondément Regine Olsen. Il était fiancé avec elle. Elle l'aimait. Mais il s'est trouvé face à un conflit insoluble entre deux absolus. D'un côté, l'éthique, le devoir universel, moral, de tenir sa promesse, d'épouser la femme qu'il aime et qu'il aime. C'est la voie de la raison, du bonheur socialement acceptable. De l'autre, le religieux, l'appel absolu et singulier de Dieu, une vocation qui exigeait de lui un dévouement total et une forme de souffrance que le mariage aurait, selon lui, anéantie. Il ne pouvait pas concilier les deux. Choisir l'un, c'était nécessairement trahir l'autre. Il n'y avait pas de bonne solution, seulement un choix tragique.
Il a choisi la relation à l'absolu. Et ce choix l'a rendu monstrueux aux yeux de la morale commune. Et Régine a souffert terriblement. Elle n'a pas compris. Comment aurait-elle pu ? Et cette incapacité à tout concilier, Kierkegaard ne l'a pas fui. Il en a fait le moteur de son œuvre. Il n'a pas écrit sous un seul nom, mais sous une multitude de pseudonymes. Il a donné la parole à Johannes, l'esthète séducteur, au juge Wilhelm, le moraliste défenseur du mariage, à Johannes de Silencio, le chevalier de la foi. Chacun avec sa propre voix, son propre style, ses propres contradictions. Kierkegaard ne cherchait pas une synthèse cohérente. Il nous montrait plutôt que l'existence est une polyphonie. Devenir soi, ce n'était pas faire taire ses voix pour n'en garder qu'une, mais apprendre à habiter ce dialogue, parfois ce combat intérieur. Loin de moi l'idée de comparer mon parcours à celui de Kierkegaard. Son geste avait une ampleur, une radicalité que je n'atteins pas. Et sa pensée m'a aidé à comprendre mes propres choix plus modestes. J'ai compris que mon choix n'était pas de remplacer une mauvaise identité, celle de cinéaste, par une bonne, celle d'écrivain. C'était d'accepter que le cinéaste en moi, avec ses désirs et ses habitudes, continuerait d'exister. Mais que je devais, par un acte de foi, donner la priorité à cette autre voie, celle de l'écrivain, même si elle était plus fragile, moins assurée. Le choix n'était pas de résoudre la contradiction, mais de m'engager passionnément dans un de ces termes, tout en portant la cicatrice de ce à quoi je renonçais. Kierkegaard distingue la répétition de la reprise. La répétition, c'est revenir mécaniquement au même. La reprise, c'est reprendre sa vie à un niveau supérieur, transformé par l'épreuve et orienté vers l'absolu. Mes films ratés n'étaient pas des échecs. Ils étaient les signes que quelque chose en moi appelait vers une reprise, vers l'écriture comme nouvelle voie. Il faut faire le saut. Le saut chez Kierkegaard n'est pas un acte héroïque fondé sur une vision claire. Non. C'est plutôt un mouvement qui se fait dans l'absurde, là où la raison et l'épreuve ne peuvent plus nous guider. C'est parce que mes moi contradictoires ne pouvaient pas se mettre d'accord par la logique que le saut devenait la seule issue. Ce n'était pas un choix informé, c'était un choix engagé. On ne saute pas vers une certitude, on saute dans la foi. La foi, non pas qu'on va réussir, mais que cet engagement lui-même, cette décision de parier sa vie sur une voie malgré le doute, est ce qui donne pleinement sens à l'existence. Je ne prétends pas avoir fait le saut absolu de Kierkegaard. Il reste ma boussole, pas mon égal. Mais j'ai fait mon petit saut, à moi, humble et fragile. Je me souviens du jour où j'ai rangé ma caméra dans un placard. Et je ne l'ai plus sortie depuis. Ce n'était pas un rejet, c'était un passage. Et dans ce geste simple, j'ai compris ce que Kierkegaard voulait dire.
On ne choisit pas parce qu'on a résolu le conflit intérieur. On choisit malgré lui. Dans ce saut modeste, j'ai découvert que l'angoisse ne disparaît pas, mais qu'elle change de nature, qu'elle devient le signe que nous touchons à quelque chose d'essentiel, même si nous ne savons pas encore quoi exactement. Elle n'est plus paralysante, elle devient créatrice. Si ces mots trouvent un écho en vous, si vous reconnaissez ce vertige de la liberté, sachez que vous n'êtes pas seul et que ce vertige, peut-être, vous indique un chemin vers qui vous êtes appelé à devenir. Pas forcément un saut absolu, juste un pas, juste un choix, même modeste, même fragile, même si cela paraît fou aux yeux du monde. L'angoisse que vous ressentez n'est pas une maladie à guérir. C'est le signe que vous êtes vivant, libre et que quelque chose en vous appelle vers plus d'authenticité, même si vous ne savez pas encore quoi, même si toutes les voix en vous crient en même temps. C'est précisément là, dans cette polyphonie intérieure, dans ce vertige, que peut naître votre propre saut vers vous-même.